Avant de devenir le chef de l'Allemagne nationale-socialiste, Adolf Hitler vivait péniblement entre Vienne et Munich, regardant son pays natal sombrer dans l'ère de Weimar. Installé à Vienne avec le rêve de devenir un grand artiste, son univers s'écroula lorsqu'il fut refusé à 2 reprises par l'Académie des Beaux-Arts. Convaincu de son talent mais incapable d'accepter la critique, Hitler sombra dans la misère. Il passa des années à errer dans des foyers, à vendre des cartes postales peintes à la main et à vivre parmi les mendiants, tandis que son ressentiment envers l'élite universitaire et les Juifs s'intensifiait. À cette époque, il comptait parmi ses amis August Kubizek, un jeune musicien qui écrirait plus tard des mémoires détaillées sur leur vie commune. Hitler assistait souvent aux opéras de Wagner depuis les places les moins chères, complètement absorbé par la musique, et prétendait y avoir eu des visions du destin de la Grande Allemagne. Les secrets du nom de famille Hitler, une origine ternie par le doute. 13 ans avant la naissance d'Adolf Hitler, un événement se produisit qui allait plus tard devenir crucial pour son histoire. En 1876, son père décida d'abandonner son nom, Alois Schicklgruber, et adopta le nom de famille Hitler. Adolf affirma que rien de ce que son père aurait pu faire ne lui plaisait autant que de se débarrasser de ce nom de paysan grossier. Imaginer la foule crier « Heil Schicklgruber » aurait été étrange. Les Schicklgruber étaient issus d'une longue lignée de paysans pauvres du Waldviertel, une région montagneuse et boisée du nord-ouest de la Basse-Autriche, près de la Bohême, connue pour son peuple renfermé et difficile. Le père d'Hitler, Alois, naquit là-bas le 7 juin 1837, dans le village de Stroness. Il était le fils illégitime de Maria Anna Schicklgruber, alors âgée de 42 ans, et fille d'un petit paysan nommé Johann Schicklgruber. Il fut baptisé le même jour à Döllersheim qu'Alois Schicklgruber, et la case du père resta vide dans l'état civil. À ce jour, l'identité du grand-père paternel d'Hitler n'a jamais été connue. 5 ans plus tard, Maria Anna épousa Johann Georg Hiedler, un meunier itinérant d'une 50aine d'années originaire de Spital, à environ 24 km de là. Hiedler n'avait pas de but précis dans la vie et finit par vivre dans la même maison que Maria Anna et son père. Ils restèrent mariés 5 ans. Elle mourut en 1847 et lui d'une attaque cérébrale 10 ans plus tard. À cette époque, ou même avant, le garçon Alois fut emmené vivre chez Johann Nepomuk Hiedler, le frère cadet de Johann Georg. Nepomuk possédait une propriété de taille moyenne à Spital. On ignore pourquoi il décida d'élever le garçon, mais il semble qu'Alois eut une enfance simple mais stable. Il fréquenta l'école primaire, puis commença à apprendre le métier de cordonnier. À 13 ans, comme beaucoup de jeunes ruraux, il se rendit à Vienne pour poursuivre sa formation en maroquinerie. Alois fut le premier de sa famille à tenter d'accéder à une position sociale plus élevée. En 1855, il occupait déjà un poste subalterne au ministère des Finances austro-hongrois. Pour quelqu'un de peu instruit, ses progrès furent remarquables. Après une formation et des examens réussis, il devint superviseur en 1861 et entra aux douanes en 1864. Il fut envoyé à Braunau am Inn en 1871 et, 4 ans plus tard, promu inspecteur. En 1876, il décida de changer de nom. Il ne le fit pas par honte de ses origines illégitimes, une pratique courante dans l'Autriche rurale, bien que condamnée par l'Église. Il ne chercha jamais à le cacher, même après ce changement. On ignore si cette décision fut la sienne ou si son oncle Nepomucène l'y encouragea. Certains pensent que Nepomucène, qui n'avait pas de fils, lui offrit un héritage en échange de son nom. Un notaire de Weitra a enregistré le 6 juin 1876 qu'Alois était le fils de Georg Hitler. Le lendemain, le curé de Döllersheim a modifié l'acte de naissance, barrant la mention « hors mariage », ajoutant « dans le mariage » et indiquant Georg Hitler comme père. Il s'agissait du même Johann Georg Hiedler qui avait épousé sa mère en 1842, mais décédé depuis près de 20 ans. Les 3 témoins de la cérémonie, tous membres de la famille, ont confirmé que Johann Georg avait reconnu Alois comme son fils. Selon le prêtre, les témoins ont déclaré que le père avait demandé que son nom apparaisse sur l'acte.
Ce changement de nom, sans importance en dehors de l'histoire familiale, est devenu un sujet sans fin car il affectait directement l'identité du grand-père d'Hitler. 3 théories ont été envisagées. Les 2 premières s'articulent autour d'un possible secret au sein de la famille Hitler. La 3e, qui aurait davantage de poids historique, n'est étayée par aucune preuve. La première hypothèse est que le véritable père était Johann Georg Hitler, comme l'indique l'acte. Mais si tel était le cas, pourquoi n'a-t-il jamais tenté de légitimer son fils de son vivant? Il ne semblait pas s'agir d'un problème financier. Même si l'on disait qu'il dormait dans une crèche par manque d'argent, on sait que Marie-Anne n'était pas si pauvre. Alors pourquoi a-t-elle laissé son fils entre les mains de son frère? Pourquoi ne l'a-t-il pas élevé? Pourquoi a-t-il fallu autant de temps pour légaliser le nom? Peut-être y avait-il un héritage en jeu, mais cela n'explique pas pourquoi le nom de famille a été changé à ce moment-là. Que Népomucène, désormais sans fils, ait voulu transmettre le nom à Aloïs, marié à une femme plus âgée, ne semble pas une raison suffisante. Les réponses se sont perdues avec le temps. Mais si Johann Georg n'était pas le père, qui pourrait l'être? La deuxième option est Nepomuk lui-même. Il a élevé Aloïs, l'a soutenu et semble avoir tiré les ficelles du changement de nom, 3 ans seulement après la mort de sa femme. À sa mort en 1888, les héritiers furent surpris de constater qu'il n'y avait rien à partager. 6 mois plus tard, Aloïs acheta une maison et un terrain près de Spital pour 4 000 à 5 000 florins. Nepomuk était peut-être le véritable père, mais il ne l'a jamais admis publiquement. Certains interprètent le nom de famille Hitler comme une forme atténuée de Hüttler, le nom utilisé par Nepomuk. Mais cela aussi pourrait être une exagération, car dans les documents contemporains, les noms Hitler, Hüttler, Huttler et Hitler étaient courants et interchangeables. Nepomuk fut baptisé Hitler et se maria sous le nom de Hüttler. Aloïs préférait peut-être simplement l'orthographe Hitler, car elle sonnait moins paysanne. Ou peut-être que le notaire a choisi cette version lors de la rédaction de l'acte et que le curé l'a copiée. Quoi qu'il en soit, Aloïs n'a plus jamais utilisé son ancien nom de famille. À partir de 1877, il a toujours signé Aloïs Hitler et son fils s'en est également réjoui. La 3e théorie est que le grand-père d'Hitler était juif. Cette rumeur a commencé dans les cafés munichois dans les années 1920 et s'est amplifiée dans les médias étrangers dans les années 1930. Certains ont prétendu que le nom de famille Hitler était juif ou qu'il était issu d'une famille juive de Bucarest. Ils ont même avancé que son père était le fils d'un baron Rothschild, pour lequel sa grand-mère avait travaillé à Vienne. Mais la théorie la plus connue est apparue après la guerre, dans les écrits de l'avocat nazi Hans Frank, alors qu'il était emprisonné à Nuremberg dans l'attente de sa condamnation à mort. Selon Frank, Hitler l'aurait envoyé enquêter sur sa généalogie après avoir reçu une lettre de menace de son neveu William Patrick Hitler, fils de son demi-frère Aloïs. Le jeune homme aurait menacé de révéler leur sang juif. Frank affirma avoir découvert que Maria Anna Schicklgruber avait travaillé comme cuisinière chez une famille juive, les Frankenberger, à Graz, et que le fils de cette famille avait versé une pension pendant des années. Frank affirma que des lettres avaient été échangées entre Maria Anna et les Frankenberger, mais Hitler lui aurait confié que sa grand-mère et son mari étaient si pauvres qu'ils avaient escroqué le père présumé. Malgré sa grande diffusion dans les années 1950, cette histoire ne résiste pas à une analyse sérieuse. Il n'y avait pas de juifs à Graz dans les années 30. La famille Frankenreiter qui y vivait n'était pas juive. Rien ne prouve que Maria Anna ait travaillé à Graz, ni par des lettres, ni par des paiements. De plus, le jeune père présumé n'avait que 10 ans à la naissance d'Aloïs, et sa famille était ruinée. Il n'avait donc aucun moyen de verser une pension. Frank affirma également qu'Hitler avait appris tout cela de sa grand-mère, mais qu'elle était décédée plus de 40 ans avant sa naissance. L'existence même de la lettre de chantage est douteuse. Il est difficile de croire que son neveu l'ait réellement menacé en 1930, tout en vivant paisiblement en Allemagne jusqu'en 1938. Lorsqu'il finit par parler en 1939, il ne dit rien. Il n'apparaît pas non plus dans les enquêtes de la Gestapo sur les origines familiales d'Hitler. On ne trouve aucune preuve, ni dans les documents officiels du régime, ni dans d'autres sources fiables. De plus, les propos de Frank ont été rédigés sous la contrainte et comportent de nombreuses erreurs. Sa version d'un grand-père juif est sans valeur probante. Quel qu'il soit,
Le grand-père d'Hitler n'était pas un juif de Graz. Le chaos familial qui marqua son enfance. Alois Hitler menait déjà une carrière stable comme agent des douanes à Braunau lorsque Clara Pölzl, sa future épouse, arriva chez lui comme employée. Clara était la fille de Johanna Hitler, elle-même fille de Johann Nepomuk, celui-là même qui avait élevé Alois comme son propre fils. Clara avait grandi dans la propriété voisine de celle de son grand-père. En 1876, à l'âge de 16 ans, elle quitta la campagne pour Braunau afin de travailler chez Alois. Bien que respecté pour son travail, Alois mena une vie privée chaotique. Il se maria 3 fois, eut des enfants hors mariage et connut des relations tendues. En 1865, avant son premier mariage, il avait déjà un fils illégitime. En 1873, il épousa Anna Glassol, une femme de 14 ans, son aînée. Leur union n'était pas une union d'amour, elle avait de l'argent et des relations dans la fonction publique, ce qui a probablement motivé leur union. Elle tomba bientôt malade, et leur relation se détériora encore davantage lorsqu'il commença à fréquenter Franziska Matzelberger, une jeune femme qui travaillait là où vivaient les Hitler. En 1880, Anna avait légalement demandé la séparation. À cette époque, Alois vivait déjà ouvertement avec Franziska, qui tomba bientôt enceinte. En 1882, elle donna naissance à un garçon prénommé Alois Matzelberger. À la mort d'Anna en 1883, Alois et Franziska se marièrent 6 semaines plus tard. Une fille, Angela, naquit peu après. Mais en 1884, Franziska tomba gravement malade de la tuberculose. Elle fut emmenée au camp pour voir si elle allait mieux, mais elle mourut en août, à seulement 23 ans. De nouveau veuf avec 2 jeunes enfants, Alois chercha de l'aide. Il appela Clara Pölzl, qui ne vivait plus avec eux, pour qu'elle vienne à la maison et prenne soin de lui. Elle accepta. Elle tomba bientôt enceinte. Étant officiellement cousins au second degré, ils avaient besoin d'une autorisation spéciale du Vatican pour se marier. En attendant, sa grossesse progressa. En janvier 1885, munis de l'approbation ecclésiastique, ils se marièrent lors d'une cérémonie rapide à 6 heures du matin. Après une brève réunion de famille, Alois se mit immédiatement au travail. La même année, leur premier fils, Gustave, naquit avec Clara. En septembre de l'année suivante, Ida arriva. Puis, en 1887, ils eurent un autre fils, Otto, qui mourut quelques jours plus tard. Quelques semaines plus tard, la tragédie frappa à nouveau. Gustave et Ida moururent de diphtérie entre décembre 1887 et janvier 1888. Dans cette tristesse, Clara tomba à nouveau enceinte. Le 20 avril 1889, à 18h30, un samedi de Pâques froid et nuageux, elle accoucha à la pension Gasthof zum Pommer de Braunau am Inn. C'était leur 4e enfant, le premier à survivre. Ils le prénommèrent Adolphe. Dans son livre, bien des années plus tard, Adolphe soulignerait la valeur symbolique d'être né à la frontière entre l'Autriche et l'Allemagne, les 2 pays qu'il rêverait plus tard d'unifier. Mais il était trop jeune pour se souvenir de Braunau. En 1892, son père fut promu au rang le plus élevé possible pour quelqu'un n'ayant qu'une éducation rudimentaire, receveur en chef des douanes. La famille déménagea à Passau, en Bavière, avant ses 3 ans. Par la suite, ils déménagèrent plusieurs fois. On sait peu de choses sur les premières années d'Adolphe. Son récit, écrit à l'âge adulte, est biaisé et plein d'interprétations personnelles. Les souvenirs de connaissances et de proches recueillis après la guerre sont également douteux. Même sous le régime nazi, on tenta de glorifier son enfance. En réalité, il existe peu d'informations fiables sur ces années. Financièrement, la famille Hitler vivait dans une relative aisance. À la maison vivaient Alois, Clara et les enfants d'Alois issus de son second mariage, Angela et Alois Jr., qui quitteraient la maison en 1896, ainsi qu'Adolphe, son frère cadet Edmund, né en 1894 et décédé en 1900, et sa sœur Paula, née la même année. Vivaient également avec eux une cuisinière, Rosalie Schichtl, et la sœur de Clara, Johanna, bossue et grincheuse, mais qui aimait Adolphe et l'aidait à la maison. Grâce à un héritage reçu en 1889, Alois put acheter une propriété et vivre avec un revenu supérieur à celui d'un directeur d'école primaire. Bien qu'ils ne manquèrent de rien, l'ambiance à la maison était loin d'être harmonieuse.
Aloïs était un fonctionnaire provincial typique, sérieux, autoritaire, ponctuel, fier de son statut, économe et sans humour. Les habitants le respectaient, mais à la maison, c'était un homme colérique. Il aimait fumer comme un dingue et boire quelques verres entre amis après le travail. Il préférait s'asseoir et discuter à la taverne plutôt que de passer du temps avec sa famille. Son plus grand passe-temps était l'apiculture. Depuis son poste à Passo, il marchait une demi-heure chaque jour pour les observer, puis s'arrêtait à la taverne. Il y trouvait plus de paix que dans une maison pleine d'enfants. Au fil des ans, il acheta plusieurs parcelles de terrain près de sa ville natale pour y installer ses ruches. Il vendit sa première propriété en 1892, puis en acheta 2 autres plus tard. À la maison, c'était un mari autoritaire et un père exigeant, froid, autoritaire et impatient. Clara, même des années après leur mariage, continuait de l'appeler « tonton ». À sa mort, elle gardait son porte-pipe dans la cuisine et le pointait du doigt comme si elle avait encore de l'autorité. Grandir dans la peur, le père qu'il n'a jamais voulu. À la maison, la figure paternelle imposait une distance. Adolphe grandit entouré du tempérament imprévisible d'Aloïs, qui passait du calme à la colère sans prévenir. Des années plus tard, il raconterait lui-même que ses accès de colère étaient accompagnés de coups. Il n'avait aucune affection pour son père. Ce qu'il ressentait, c'était de la peur. Il disait que sa mère, qui était tout pour lui, souffrait des punitions qu'il recevait. Parfois, elle se tenait de l'autre côté de la porte et l'écoutait pleurer. Paula, sa sœur cadette, se souvenait aussi de cette atmosphère. D'après ses récits d'après-guerre, sa mère était très douce et sensible, la seule chose qui équilibrait un père trop strict et des enfants difficiles à contrôler. Les disputes entre ses parents concernaient presque toujours les enfants. Adolphe, en particulier, faisait ressortir le pire chez Aloïs, qui le grondait quotidiennement. Clara, quant à elle, le serrait dans ses bras après coup et tentait de le calmer. Elle voulait obtenir avec tendresse ce que son mari recherchait avec dureté. Adolphe lui-même, dans ses conversations nocturnes des années 1940, évoquait la rigidité de son père. Il racontait comment, sans raison apparente, il s'en prenait à lui et le frappait. Il disait que sa mère en était angoissée. Adolphe ne cachait pas sa terreur. Il affirmait qu'elle s'inquiétait tellement qu'elle attendait de l'autre côté de la porte pendant qu'il était fouetté. Il est probable que cette violence ne se limitait pas aux seuls enfants. Dans un passage de son livre, il décrit comment, dans certaines familles, les enfants assistaient à des scènes où le père ivre battait la mère. Bien qu'il ait évoqué d'autres cas, l'histoire pourrait s'être inspirée de ce qu'il avait lui-même vécu. Il est impossible de savoir avec certitude dans quelle mesure ces scènes ont influencé son caractère. Mais qu'elles aient laissé des traces est difficile à nier. Ce qui se passait en surface ne se voyait pas, mais intérieurement, quelque chose se formait déjà. Bien que cela ne puisse être prouvé, certains voient dans cette enfance les prémices de ce qui allait suivre. Difficulté à nouer des relations étroites, rejet des figures féminines faibles, besoin de contrôle et froideur marquée. Les rares gestes affectueux dont on se souvient de lui ne renvoient qu'à une seule personne, sa mère. Enfant, ce foyer partagé entre la dureté de son père et le dévouement de sa mère était sa constante réalité. Clara ne pouvait pas le protéger des punitions, mais elle lui offrait du réconfort. Paula racontait que sa mère avait tenté de jouer les médiateurs, mais que le caractère bien trempé d'Aloïs l'en empêchait. Dans ces conditions, Adolphe apprit dès son plus jeune âge à naviguer entre tension et refuge. Rien de tout cela ne se percevait de l'extérieur. Mais intérieurement, quelque chose se brisait déjà. Du bureau de l'école au rejet, la chute d'Hitler à l'école. En 1895, Adolf Hitler commença l'école à Fischlam, un village près de Lambach. Il avait 6 ans. Son père l'accompagna ce premier jour. Il marchait avec lui, main dans la main, entra dans la classe avec autorité, se tint devant le professeur et dit sans détour « Voici mon fils. Il sera grand un jour. Prends soin de lui. » Le garçon, debout à ses côtés, ne dit mot. Son propre père raconta cette scène. Dans ses premières années, Adolphe était un élève assidu. Il obtenait de bonnes notes. Il aimait dessiner, copier des armoiries, des uniformes et des scènes de bataille. Il manifestait de l'enthousiasme pour des matières comme l'histoire, mais n'excellait pas dans toutes. À Lambach, où la famille vécut quelque temps, il fréquenta une école dirigée par des moines bénédictins. C'était un lieu sobre, avec des structures en pierre et des cours paisibles.
Les prêtres enseignaient avec rigueur. Ils portaient des soutanes noires et maintenaient l'ordre avec discipline. Là, Adolphe fut impressionné par les rituels religieux. Il entra comme enfant de chœur, se déplaçant d'un banc à l'autre portant l'encensoir. Des années plus tard, il se souviendrait avec précision des chants liturgiques et des phrases latines. Un temps, il envisagea de devenir prêtre. Cette idée ne dura pas longtemps, mais elle laissa des traces. L'atmosphère solennelle du monastère, les chants, les images, l'encens, tout cela resta gravé dans sa mémoire. Durant son séjour à Lambach, une croix gammée sculptée dans la pierre ornait l'entrée du monastère. Il la voyait quotidiennement. Cette image n'avait pas la signification politique qu'elle allait acquérir plus tard. Ce n'était qu'un symbole religieux que de nombreuses églises catholiques intégraient à leur architecture. Mais des années plus tard, les propagandistes du régime la mentionneraient comme un signe précurseur du destin du garçon. En 1896, la famille déménagea à nouveau, cette fois à Leonding, près de Linz. Ils s'y installèrent dans une maison avec jardin, non loin du cimetière. Le garçon rêvait de devenir artiste, dessinateur et peintre. Il ne comprenait pas pourquoi son entourage insistait tant pour une carrière sédentaire. À l'école primaire de Leonding, Adolphe continuait d'obtenir des résultats acceptables, mais l'atmosphère familiale devenait de plus en plus tendue. Il commença à mal s'entendre avec ses professeurs, ses notes baissaient. Dans ce climat, il se replia sur lui-même. Son attitude changea. Il ne lisait que ce qui l'intéressait et ignorait tout le reste. En 1900, la famille subit un nouveau coup dur. Edmund, le frère cadet d'Adolphe, mourut de la rougeole. Il n'avait que 6 ans. Pour Adolphe, ce fut aussi une lourde perte. Edmund était son compagnon de jeu, son ombre. À partir de ce moment, il se replia sur lui-même. Sa façon d'interagir avec les autres changea. Il parlait moins. Il s'enfermait pendant des heures à dessiner des soldats, des batailles, des armes et à lire des livres sur l'histoire allemande. La même année, il fut envoyé à l'Institut technique de Linz. Il détestait cet endroit. C'était grand, impersonnel, avec des classes surpeuplées et des professeurs exigeants. Le programme comprenait des matières techniques, des mathématiques, de la physique et du dessin mécanique. Rien de tout cela ne l'intéressait. Ses notes s'effondrèrent. Il échoua presque dans toutes les matières. Il ne réussit qu'en dessin et en gymnastique. Son attitude en classe était passive. Il ne rendait pas ses devoirs. Il n'était pas attentif. Les professeurs ne savaient pas quoi faire de lui. Ses résultats continuaient de chuter. Il parlait de l'envoyer travailler. Le temps passa, sans amélioration. En 1905, à l'âge de 16 ans, il quitta l'école sans diplôme. Ce fut la fin de sa scolarité. Dès lors, il ne remettra plus jamais les pieds en classe comme élève ordinaire. Le peu qu'il apprenait, il le faisait seul, lisant les livres qui l'intéressaient. Pendant un temps, il vécut avec sa mère et sa sœur dans une maison louée à Urfar. Ils eurent des difficultés. Clara touchait une pension de veuve de fonctionnaire, mais ce n'était pas suffisant. Il vivait du strict minimum. Adolphe ne cherchait pas de travail. Il passait ses journées à lire, à dessiner, à se promener en ville. Il fréquentait les musées, la bibliothèque, le théâtre populaire. Parfois, il s'asseyait pour regarder les trains ou se perdait dans les rues. Son monde était intérieur. La réalité pesait lourdement sur lui. À Linz, ses journées suivaient une routine solitaire. Il n'avait pas d'amis proches. Il marchait de longues heures le long des rives du Danube. Parfois, il regardait les bateaux traverser ou s'arrêtait devant des statues. Il aimait lire sur l'histoire germanique, les batailles et les empires antiques. Il copiait aussi des illustrations de livres d'art. Il faisait des croquis de bâtiments, d'arches, de façades. Personne ne savait exactement ce qu'il faisait de ses journées, mais il avait toujours sur lui un carnet rempli de dessins et de notes. Le bruit des jeunes de son âge le dérangeait. Il ne participait ni aux jeux ni au sport. Il s'isolait. Sa tenue était modeste. Il portait des vêtements un peu miteux et un chapeau noir qu'il ne quittait jamais, même en été. Il paraissait plus âgé que son âge. Il marchait droit, mais l'air sérieux. Ses voisins le disaient calme et réservé. Personne ne se souvenait de l'avoir entendu rire. En 1907, il présenta ses dessins à l'Académie des Beaux-Arts de Vienne. Sa candidature fut refusée. On lui dit qu'il n'était pas assez bon pour la peinture, mais qu'il pourrait être bon pour l'architecture. Mais, n'ayant pas le baccalauréat, il ne put pas non plus postuler à ce programme. Il revint l'année suivante avec de nouvelles œuvres. On le refusa à nouveau.
Cette fois, il ne franchit même pas le premier tour. Après le deuxième refus, il cessa de montrer ses dessins à ses connaissances. Il les conservait dans une boîte en carton, avec ses crayons et ses règles. Dans la chambre où il dormait, les murs étaient nus. Il n'y avait qu'une chaise, une table et ses papiers. Il passait des heures à dessiner des structures qu'il imaginait, des bâtiments impossibles avec des tours pointues et des fenêtres en croix. Il ne montrait pas ses œuvres. Il disait qu'elles n'étaient pas encore terminées. Pendant ce temps, il assistait à des représentations au théâtre populaire de Linz. Il s'asseyait seul, au fond. Il voyait des opéras bon marché, des pièces patriotiques, des drames historiques. Il applaudissait machinalement à la fin. Parfois, il récitait des fragments après, seul, à voix basse. Il disait que le théâtre était sa seule échappatoire. Personne ne l'accompagnait. Après les refus académiques, il cessa de parler d'art. Il se mit à marcher davantage. Parfois, il disparaissait dans les bois. Il revenait au crépuscule. Il ne disait pas où il était allé. Il paraissait plus maigre. Il mangeait peu. Il dormait mal. Les bruits forts le dérangeaient. Il disait ne pas supporter le chant des coqs ni les cris des enfants. Il portait un carnet où il notait les phrases entendues dans la rue. Il les recopiait et les analysait. Sur sa table de nuit se trouvait un seul livre, une biographie de Frédéric le Grand. Il la lisait par fragments, encore et encore. Il collectionnait également des coupures de journaux sur l'Allemagne. Il ne s'intéressait ni aux publicités ni aux événements locaux. Seuls les articles sur l'Empire l'intéressaient. Il collait ces coupures dans un vieux carnet. Finalement, il cessa de s'habiller pour sortir. Il passait ses journées en peignoir. Il ne se changeait que pour aller en ville. Il achetait des crayons, du papier bon marché, de l'encre noire. Il ne parlait pas aux vendeurs. Il payait, hochait la tête et partait. Il portait un sac en tissu où il rangeait tout. Il marchait le regard droit devant lui sans regarder sur les côtés. En décembre 1907, sa mère mourut. Quelques jours plus tard, il commença à préparer son départ. Il vendit quelques biens, rangea ses dessins dans une valise et plia soigneusement ses vêtements. Il quitta Urfahr sans dire au revoir. Il marcha d'un pas décidé jusqu'à la gare. Il prit le train pour Vienne à 18 ans, sans diplôme, sans argent, sans destination précise. Vienne! Les années misérables qui l'ont rayé de la carte. En janvier 1908, Adolf Hitler arrive à Vienne à l'âge de 18 ans. Il portait une valise contenant des vêtements simples, une boîte de dessin et quelques économies. Il ne connaissait personne dans la ville. Il descendit du train, contempla les hauts immeubles, les rues remplies de calèches, et se mêla à la foule. Il s'installa dans une pension bon marché près du centre où il payait à la nuit. Il comprit vite que ce rythme ne serait pas tenable longtemps. Peu après son arrivée, il postula à nouveau à l'Académie des Beaux-Arts. Il portait ses dessins sous le bras, enveloppés dans du papier kraft. Il espérait que les choses se passeraient mieux cette fois-ci. Lorsqu'il présenta son portfolio, il fut accueilli brièvement, puis refusé. Il ne passa pas la première sélection. On lui dit que ses dessins manquaient de technique et étaient plus appropriés à l'architecture. Aucune autre explication ne lui fut donnée. Il quitta le bâtiment sans rien dire. Il marcha pendant des heures avant de regagner sa chambre. Honteux, il ne parla à personne de ce nouveau refus. Il ne chercha pas non plus à s'inscrire dans un autre établissement. Il passa plus de temps enfermé. Il dessina des scènes de rues viennoises, des façades, des coins de rue éclairés de lampions. Certains après-midi, il allait à la bibliothèque municipale. Il lisait sur l'histoire, l'art, les empires antiques. Toujours seul. Il se taisait parmi les autres lecteurs. Il portait un vieux chapeau et un manteau usé. Il semblait invisible au milieu de la foule. Au printemps, l'argent commença à manquer. La pension de famille n'était plus une option. Il déménagea dans une chambre partagée du 20e arrondissement, dans un immeuble humide avec escalier en bois et toilettes communes. Il se couchait tard, mangeait peu et arpentait les rues sans but. Parfois, il dormait sur des bancs publics. La ville lui était étrangère. Il n'avait ni amis, ni contacts, ni famille à proximité. Pour survivre, il se mit à vendre des aquarelles. Il dessinait des cartes postales de paysages viennois et les offrait aux commerçants locaux. Certains les achetèrent par pitié, d'autres à cause du prix. Il marchait avec un dossier sous le bras, entrant dans les magasins, demandant s'ils voulaient revoir son travail. Il essuyait de nombreux refus. Les rares fois où il parvenait à vendre quelque chose, il utilisait l'argent pour acheter du pain, du lait ou du café. Il ne gaspillait pas.
Il mangeait debout, au coin des rues. Il ne s'asseyait jamais dans les cafés ou restaurants élégants. Il vivait avec juste ce qu'il fallait. Une chemise, un pantalon, une longue cape qui lui servait de manteau. Ses chaussures étaient usées. Il n'avait pas de chauffage. L'hiver, il s'enveloppait dans une couverture pour dormir. Il partageait une chambre avec un autre chômeur qu'il saluait à peine. Ils n'échangeaient pas un mot. Ils partageaient seulement le silence. Ils utilisaient le lit de camp à tour de rôle pour libérer de l'espace. Le jour, il se promenait dans les parcs. Il aimait observer les gens de loin. Il notait des phrases, des gestes, des attitudes. Il disait que cela l'aidait à comprendre le caractère viennois. Il était gêné par les bruits forts, les rires, les voitures à moteur. Parfois, il allait dans les églises juste pour s'asseoir sur les bancs et se réchauffer. Il ne priait pas. Il restait immobile, le regard perdu dans le vide. Il rencontra des vendeurs au marché de la rue Maria Hilfer. L'un d'eux lui proposa de peindre des façades pour les touristes. Il le payait peu, mais il accepta. Il rendait 2 ou 3 dessins par semaine. Il ne signait pas ses œuvres. Il les rendait simplement et partait. Si on lui demandait des couleurs vives, il se plaignait. Il disait préférer les tons sourds, le gris, le brun. Peindre avec joie lui semblait artificiel. Au fil des mois, son apparence se dégrada. Il perdit du poids. Sa peau était pâle, ses yeux cernés. Ses mains étaient gercées par le froid. Il ne se plaignait jamais. Il évitait de parler de sa situation. Si on le questionnait, il disait être en pause, qu'il tenterait bientôt de réintégrer l'académie. Mais il n'essayait plus. Il avait arrêté de dessiner par plaisir. Il ne le faisait plus que pour manger. En 1909, il fut expulsé de la chambre qu'il louait pour non-paiement à temps. Il passa plusieurs jours sans abri. Il dormait dans les embrasures de portes, montait dans les tramways la nuit et faisait semblant de voyager. Finalement, il trouva refuge dans un foyer pour hommes de la Meldemannstrasse. C'était un bâtiment spacieux avec des lits superposés alignés, une salle à manger et des douches communes. Il y partageait l'espace avec des journaliers, des mendiants, des alcooliques, des vétérans de guerre et d'anciens détenus. Au refuge, il avait un lit, de la nourriture et un peu de chaleur. En échange, il devait respecter des horaires stricts. Tout le monde était réveillé à 6 heures. Le petit déjeuner se composait de pain et de café dilué. Le déjeuner, de nouveau, de soupe et de pain. À 8 heures du soir, les lumières s'éteignaient. Interdiction de parler fort. Aucune visite n'était autorisée. Adolphe suivait scrupuleusement les règles. Il restait discret, concentré sur ses devoirs. Avec le temps, certains de ses camarades ont commencé à le remarquer. Toujours seul, toujours propre, toujours en train d'écrire ou de dessiner. Il ne fumait pas, ne buvait pas. Il se taisait. Son quotidien était rigide. Il se levait, mangeait, sortait vendre des dessins, revenait et s'asseyait pour écrire. Il utilisait un petit crayon, un carnet déchiré et une règle en métal. Il ne disait jamais ce qu'il écrivait. Certains pensaient qu'il copiait de la poésie, d'autres qu'il écrivait un livre. Il ne le montrait jamais. Il avait une boîte où il gardait tout ce qui lui restait, crayons, feuilles pliées, une vieille photo de sa mère et des coupures de journaux. Il ne se disputait jamais. Si quelqu'un touchait à ses affaires, il se mettait en colère. Il ne criait pas, mais il avait l'air froid. Personne ne le dérangeait. Son seul contact régulier était un certain Anish, un autre client de l'auberge. C'était un brocanteur bavard et rusé. Il lui proposa de l'aider à vendre ses aquarelles en ville. Adolphe accepta. Il lui donna les dessins et Anish les proposa dans les magasins, les cafés et les bureaux. En échange, il lui versait une part de l'argent. Leur relation était froide mais fonctionnelle. Ils n'étaient pas amis, juste partenaires par nécessité. À l'auberge, Adolphe passait ses nuits à éplucher brochures, bulletins d'information et coupures de presse. Il lisait attentivement tout ce qui concernait l'Empire allemand, la Prusse et les guerres. Il soulignait les noms, copiait les dates. Il ne partageait jamais rien avec les autres. Certains pensaient qu'il se préparait à quelque chose. D'autres pensaient qu'il se cachait simplement derrière des papiers. Il n'engageait presque jamais la conversation. Il ne répondait que si on l'abordait. Il parlait généralement par phrases courtes et directes. Si quelqu'un parlait de politique ou de religion, il évitait de commenter. Il restait un personnage discret parmi les autres, mais chacun savait qu'il était différent. Parfois, il partait avant tout le monde, traversait la ville déserte, observait les vitrines fermées, observait les bâtiments.
Il traçait des lignes invisibles dans l'air avec ses doigts. Il revenait toujours les mains froides et les chaussures mouillées. Il évitait les quartiers aisés, il restait dans les quartiers pauvres. Il observait les boutiques, écoutait les vendeurs. Il portait un carnet relié dans lequel il notait des phrases, des noms, des détails. Personne ne savait pourquoi. Il mangeait en silence. Il restait seul pendant les repas. Il finissait vite et se retirait dans son coin. Il dessinait ou écrivait. Il ne jouait jamais aux cartes ni ne participait aux conversations. Il préférait rester immobile. En 1910, les ventes d'aquarelles déclinaient. Vienne était en crise. Les marchands ne voulaient plus de cartes postales. Anish disait qu'il n'y avait plus de marché. Adolphe ne le confrontait pas. Il prenait simplement l'argent et continuait à dessiner. Il essayait de nouveaux sujets, sans succès. La dégradation continuait. Vêtements usés, ongles noirs, manteaux rapiécés, chapeaux déformés. Il portait les mêmes chaussures. Parfois, il passait des heures à la bibliothèque juste pour être sous un toit. Il se disputait avec Anish. Il l'accusait de cacher de l'argent. Ils se criaient dessus. Ils ne se parlèrent plus jamais. Il essaya de vendre tout seul, en vain. Il devint totalement dépendant du refuge. Il mangeait tout ce qu'on lui donnait. Il s'enferma. Il perdit du poids. Il dormait mal. Il restait assis dans son lit au petit matin, immobile. Certains pensaient qu'il était malade. Il écrivait davantage. Il utilisait n'importe quel papier. Il avait une boîte de papier pleine de phrases, de schémas, de copies. Personne ne le vit montrer quoi que ce soit. Une assistante sociale l'interrogea. On l'interrogea sur sa vie. Adolphe fut direct. Il dit qu'il était peintre, qu'il n'avait pas besoin d'aide. Personne ne le questionna plus. Fin de 1910, il fut enregistré comme résident permanent. Munich, le déserteur sans but ni destin. Début 1911, Adolf Hitler quitta Vienne. Il ne le dit à personne. Il emballa ses vêtements, ses dessins et sa boîte à papier. Il prit le train pour Munich, dans le sud de l'Allemagne. Il arriva avec peu de bagages et sans plan précis. Il descendit à la gare centrale et chercha une pension où passer la nuit. Il trouva une chambre modeste avec un lit simple, une chaise et une fenêtre donnant sur les toits gris des immeubles voisins. Il avait traversé la frontière sans papiers en règle. Il n'avait pas informé les autorités autrichiennes de son changement de résidence, obligation pour tout citoyen de l'Empire. À Munich, il resta caché un temps, évitant les fouilles et les contrôles. Il utilisait parfois un faux nom. Il ne voulait plus retourner à Vienne. Il disait n'y avoir plus rien. Il ne chercha ni travail, ni assistance. Il continua à dessiner des façades et des cartes postales. Il se promenait dans le centre-ville, observant les bâtiments, prenant des notes et dessinant sur des feuilles volantes. Sa vie ne changea pas. Il reprenait la même routine solitaire qu'il poursuivait depuis Vienne, sans attache, sans aide, sans direction. Malgré cela, il persistait à essayer. Les premiers mois, personne ne savait qui il était. Son nom apparaissait à peine dans les archives. Il ne recevait aucune visite, aucune lettre, aucun message. Il correspondait avec sa sœur Paula ou ses proches. C'était comme s'il avait coupé les ponts. Il ne parlait pas de son passé. Si on le questionnait, il répondait évasivement ou par phrases courtes. Il disait être peintre, rien de plus. Dans les cafés, il s'asseyait seul. Il lisait les journaux, surtout ceux qui traitaient de l'actualité politique ou militaire. Il soulignait des phrases, pliait des pages et conservait des coupures de presse. Il ne conversait ni avec les serveurs ni avec les autres clients. Il se contentait d'observer. Il notait des choses dans son carnet, noms, dates, fragments de discours. Il était particulièrement fasciné par les chroniques de Berlin, par les tensions entre puissances européennes, par tout ce qui impliquait la mobilisation ou la force. À l'été 1912, il reçut une convocation officielle d'Autriche. Les autorités avaient constaté son absence du registre et exigeaient qu'il se présente à Linz pour l'examen médical obligatoire du service militaire. La lettre le citait avec une date et un lieu. C'était une obligation légale. S'il ne se présentait pas, il s'exposait à de graves conséquences. Adolphe s'agita. Il n'avait aucune intention de servir. Il ne voulait pas non plus retourner à Linz, mais il craignait d'être arrêté ou déporté. Il envisagea d'abord d'ignorer la lettre, puis il changea d'avis. Il décida d'agir vite. Il se rendit au consulat d'Autriche à Munich et déclara n'avoir pas reçu la convocation à temps. Il prétendit être dans une situation financière précaire et incapable de voyager. Il montra ses dessins comme preuve de sa profession. Il demanda une prolongation.
Il oublia qu'il évitait de se faire enregistrer officiellement depuis des mois. Les autorités lui accordèrent une autorisation provisoire de se présenter à Salzbourg, plus proche que Linz. Il prépara le voyage avec nervosité. Il prit le train, arriva en ville et logea dans une pension bon marché. Le matin de l'examen, il se présenta à la caserne désignée. Il portait son long manteau, ses papiers et un certificat médical qu'il avait obtenu lui-même. Il fut examiné par un groupe de médecins militaires. Lors de l'examen, les médecins constatèrent qu'il était pâle, maigre et nerveux. L'un d'eux nota une faiblesse générale. Un autre indiqua que sa constitution était irrégulière. Il ne souffrait d'aucune maladie grave, mais sa condition physique ne répondait pas aux exigences du service actif. Le résultat final fut sans appel, inapte. Il fut classé indisponible pour le service armé. On lui délivra le certificat correspondant. Hitler rentra à Munich soulagé. Il conserva les documents comme un objet précieux. Il estima ainsi avoir tourné la page. Il n'avait plus à se soucier de l'armée autrichienne. Dès lors, il parla plus librement de son statut d'Allemand par choix. Il disait se sentir plus proche de l'Allemagne que de l'Autriche. Dès lors, il évita de faire référence à Linz ou à Vienne. Il ne parla que de Munich, de la Prusse et de Berlin. Il se considérait comme un autre monde. Il reprit sa routine solitaire. Il se remit à fréquenter les bibliothèques, les archives et les librairies d'occasion. Il acheta des livres d'occasion sur l'histoire militaire, la politique internationale et les mouvements sociaux. Il lut pendant des heures. Il prenait des notes sur des feuilles pliées. Il utilisait des crayons courts et écrivait en petits caractères. Il gardait tout dans une boîte qu'il ne quittait jamais. Il appelait cela ses études. Sa situation financière ne s'améliora pas. Il continua à vivre au jour le jour. Il vendait peu d'aquarelles. Parfois, il acceptait des petits boulots, copier des enseignes, dessiner des vitrines, décorer des menus. Il manquait de constance. Certaines commandes n'étaient pas livrées. D'autres, il les acceptait à contre-cœur. Il ne prêtait plus autant d'attention aux détails qu'avant. Il se désintéressa rapidement. Il se plaignait du mauvais goût de ses clients. Il disait préférer ne rien faire que de peindre sur commande. Au fil des mois, son isolement s'accentua. Il ne cherchait plus à socialiser, il gardait ses distances. Il ne parlait pas de sa famille. Il ne mentionnait ni son père, ni sa mère, ni sa sœur. Si on le questionnait, il changeait de sujet. Parfois, il disait être orphelin. D'autres fois, il affirmait venir d'une famille brisée. Il ne répétait jamais la même version. Il était obsédé par certains auteurs. Il lisait et relisait les textes d'idéologues nationalistes allemands. Il mettait l'accent sur les idées d'identité, de pouvoir et de patrie. Il disait que les nations fortes n'avaient pas besoin de justifier leur domination. Cette force était le seul langage que les faibles respectaient. Il ne partageait ses idées avec personne. Il les notait simplement, les mémorisait, les transformait en phrases. À la fin de 1913, il avait l'air d'un homme plus âgé que son âge. Son visage était décharné, ses joues creuses, son regard terne. Ses vêtements étaient restés les mêmes. Il n'avait qu'une seule tenue de rechange. Il portait les mêmes chaussures qu'il portait depuis des années. Son manteau était criblé de coutures apparentes. Il semblait vivre au ralenti. Il faisait tout lentement. Il marchait sans hâte. Il s'attardait longuement devant les vitrines. Il ne parlait à personne. Dans les mois qui suivirent, les tensions internationales s'intensifièrent. Les journaux parlaient d'alliances, de menaces, de possibles mobilisations. Adolphe lisait attentivement chaque note. Il soulignait les dates, les noms des pays et les déclarations des ministres au crayon. Il conservait les coupures de presse dans des enveloppes qu'il classait par thème. Il avait une boîte pleine de gros titres. Il n'en parlait à personne. Il ne les revoyait que la nuit, comme s'il s'agissait d'une préparation. À l'été 1914, l'assassinat de l'archiduc François-Ferdinand fit la une des journaux. L'Autriche déclara la guerre à la Serbie. L'Allemagne se rangea du côté de son allié. La Russie répliqua. La France et le Royaume-Uni s'en mêlèrent. L'Europe entière entra en guerre. Les rues de Munich se remplirent de manifestants, de jeunes volontaires et de soldats défilant au front. Drapeaux au balcon, hymnes sur les places, discours au coin des rues. Adolphe sortit dans la rue et observa l'atmosphère. Il marcha parmi les gens, regarda les visages, écouta les chants. Il s'arrêta devant la résidence où une foule applaudissait les officiers. Il resta silencieux,
les bras croisés. Cette même nuit, il écrivit plusieurs pages dans son carnet. Personne ne sut ce qu'il écrivit. Quelques jours plus tard, il s'engagea volontairement dans l'armée allemande. Bien qu'autrichien, il demanda à être admis dans un régiment bavarois. Il se justifia en disant qu'il vivait à Munich depuis des années et qu'il se sentait membre de l'Allemagne. Les recruteurs vérifièrent ses informations. Sa candidature fut acceptée. Il fut affecté au 16e régiment d'infanterie. Il signa les papiers, reçut son uniforme et fut envoyé au camp d'entraînement. Il avait 25 ans. Jusque-là, il n'avait pas occupé d'emploi stable, n'avait pas terminé ses études, n'avait ni réseau social ni famille proche. Sa vie avait été une succession de refus, d'isolement, de pauvreté et d'observation. Personne ne le connaissait en profondeur. Seuls quelques-uns se souvenaient de lui comme le discret de la pension ou le type bizarre du dessin. La transition fut brutale. De la routine solitaire de la ville, il passa à la discipline militaire. Il se levait à l'aube, mangeait avec les autres et s'entraînait pendant des heures. Il apprit à marcher, à se servir d'un fusil et à obéir aux ordres. Il ne se plaignait jamais. Il suivait les instructions sans parler. Il ne se faisait pas remarquer, mais ne causait pas d'ennui non plus. Il conservait la même réserve, il ne plaisantait pas avec ses camarades, ne participait pas aux discussions et n'écrivait pas de lettres. Il gardait ses notes dans la poche intérieure de sa veste militaire. Au camp, certains soldats commencèrent à remarquer sa présence constante. Il était ponctuel, appliqué et sérieux. Il ne fumait pas, ne buvait pas et ne prenait pas de permission. Quand tout le monde dormait, il lisait. Lorsqu'il avait un moment de libre, il prenait des notes. Il n'avait pas de surnom. On l'appelait par son nom de famille. C'était juste un homme comme les autres, différent. Personne ne savait ce qu'il pensait. À mesure que l'entraînement progressait, les préparatifs pour le front s'intensifiaient. Les troupes s'étaient regroupées, les convois organisés et les cartes distribuées. Adolphe écoutait attentivement. Il apprenait vite. Bien qu'il n'ait aucune expérience militaire, il comprenait les ordres, mémorisait les itinéraires et observait le comportement des officiers. Il était attentif aux détails. Il ne posait pas de questions. Il hochait simplement la tête et suivait. Avant d'être envoyés au front, les soldats recevaient des bénédictions, des discours et des provisions. Il y avait de l'excitation, de la nervosité et du bruit. Adolphe restait seul. Il regardait par terre. Son fusil était en bandoulière, son uniforme propre et sa casquette bien serrée. À l'arrivée du train, il monta à bord sans un mot. Il voyageait en silence, les yeux rivés à la fenêtre. Personne ne savait ce qu'il pensait. Le régiment était affecté à la zone ouest. Ils traversèrent la Belgique avant d'atteindre la France. Les conditions étaient rudes. Pluie, boue, froid, tir. Les combats étaient irréguliers. Lors des premiers affrontements, Adolphe servait de coursier. Il transportait des messages entre les tranchées, esquivant les tirs et traversant des zones exposées. C'était une tâche dangereuse. Beaucoup ne revinrent jamais, mais lui, y parvint. Son courage attira l'attention de ses supérieurs. Il ne parlait pas de ce qu'il faisait. Il faisait simplement sa part. Il reçut une décoration. Il fut mentionné dans le bulletin régimentaire. Malgré cela, il resta un soldat silencieux. Il ne se vantait pas. Il ne célébrait pas. Il gardait simplement le papier avec la citation parmi ses affaires. Il partageait la tranchée avec d'autres soldats, mais ne se faisait pas d'amis. Il dormait quand il le pouvait, mangeait en silence et nettoyait soigneusement son équipement. Il n'écrivait pas à la maison. Il n'avait personne à qui écrire. Il utilisait son temps libre pour dessiner. Il faisait des croquis de tranchées, de fusils, de visages. Il gardait tout dans un sac en tissu. Personne ne le voyait faire. On ne le remarquait que lorsqu'il pliait les papiers et les remettait dans son manteau. Il passa des mois sans quitter le front. Il vit des camarades mourir, perdit une partie de son ouïe dans une explosion proche, tomba malade à cause du gaz et souffrit d'engelure. Il ne demanda pas à être évacué. Il resta à son poste aussi longtemps qu'on le lui permit. Transféré à l'hôpital de campagne, il parla à peine aux médecins. Il montra ses blessures, reçut des soins et attendit en silence. Il retourna au front dès sa libération. Sa place était au régiment. Il avait trouvé un moyen d'être à sa place. Il n'était plus l'étranger sans but à Vienne. Il faisait désormais partie de quelque chose, même en temps de guerre. Dans cet environnement, ses singularités ne se démarquèrent pas. Il était juste un parmi tant d'autres.
Mais sa façon de regarder, de prendre des notes, de rester immobile pendant que tout explosait restait la même. Fin 1915, il avait survécu à plusieurs engagements, changements de zone et attaques chimiques. Sa réputation auprès de ses commandants grandissait. Ils le respectaient pour son obéissance, sa persévérance et son sang-froid sous la pression. Il ne remettait jamais en question un ordre. Ce fut la fin de son époque. Le jeune homme qui avait fui Linz, échoué à Vienne, vécu dans l'ombre de Munich, était désormais impliqué dans un conflit mondial. Non par idéologie, ni par désir de gloire. Simplement parce qu'il avait trouvé un endroit où personne ne lui demandait de s'expliquer. Hitler après la guerre, sans abri, sans emploi, recruté comme informateur. À partir de 1916, le front occidental devint encore plus hostile. L'artillerie pilonnait jour et nuit. Les tranchées s'effondraient sous la pluie. Les masques à gaz faisaient partie de l'uniforme quotidien. Adolf Hitler resta dans le même régiment, avec le même grade. Rien n'avait changé. Il ne parlait pas plus que nécessaire, ne rejoignait pas de groupe, n'avait pas d'amis. Il était une ombre constante parmi les troupes. Il vivait par automatisme. Il se levait à l'aube, mangeait en silence, montait la garde et passait des heures seul, écrivant sur des feuilles volantes soigneusement cachées. Il ne s'intéressait pas aux activités des autres. S'il y avait des plaisanteries ou des bagarres, il n'intervenait pas. Si des lettres arrivaient, il n'en recevait aucune. Pendant ses pauses, il lisait des feuilles pliées ou nettoyait son équipement avec précision. À l'automne 1916, le régiment fut déplacé vers une zone plus exposée. Les pertes s'accumulèrent. Les ordres étaient confus. La boue lui arrivait jusqu'aux genoux. Un matin, au milieu d'une avancée ennemie, une attaque au gaz eut lieu. Les masques ne suffisèrent pas. Hitler fut touché par un nuage de gaz moutarde. Il perdit temporairement la vue et dut être retiré du front. Il fut envoyé dans un hôpital militaire à Pacewalk. Il y passa plusieurs semaines sans voir. Les médecins le soignèrent avec des bandages, des gouttes pour les yeux et du repos. Le diagnostic était réservé. Certains craignaient une cécité permanente. Adolf ne parla pas aux autres patients. Il ne demanda rien. Il attendit simplement. Lorsqu'il recouvra partiellement la vue, il parcourut les couloirs sans saluer, la tête baissée et les yeux mi-clos. Durant ce séjour, il reçut une nouvelle médaille. Les documents officiels mentionnaient « bravoure continue dans des conditions extrêmes ». Adolf reçut la décoration sans lever les yeux. Il ne s'enquit pas de la cérémonie ni de ses raisons. Il glissa le drap dans sa veste. Il ne fit aucun commentaire. Personne ne le félicita. Personne ne l'attendait dehors. L'hôpital n'avait aucune visite pour lui. Les jours passaient entre visites médicales, repas austères et nuits blanches. Hitler notait des bribes éparses dans un carnet qu'il cachait toujours sous son oreiller. Parfois, il s'asseyait seul dans la cour, observant les ombres sur les murs. Il ne parlait ni de son passé, ni du régiment, ni de la guerre. Au milieu de l'année 1918, la situation au front était désespérée. Les troupes étaient épuisées, les vivres se faisaient rares et le mécontentement grandissait. À Pacewalk, les rumeurs arrivaient tard, mais elles arrivaient. On parlait de retraite, de villes perdues, de trahison. Un jour, une infirmière lut à voix haute que le haut commandement avait accepté un armistice. L'Allemagne avait demandé un cessez-le-feu. Lorsque Hitler apprit la nouvelle, il ne dit rien. Il resta immobile dans son lit. D'autres patients pleuraient, criaient, se disputaient. Il fixait simplement le plafond, les yeux secs. Il ne demanda pas de détails, il ne chercha pas de journal, il n'écrivit rien non plus cette nuit-là. Il resta allongé là, sans parler, sans dormir. Quelques jours plus tard, il fut libéré. Il quitta l'hôpital seul, marchant, avec une petite valise et les documents médicaux pliés dans sa poche. Sa destination était incertaine. Il ne retourna pas au régiment. Il ne se présenta à aucune unité. Il prit le train pour Munich sans prévenir personne. Il voyagea en silence, regardant par la fenêtre. À son arrivée, la ville n'était plus la même. Il y avait des soldats blessés partout, des gens affamés, des bâtiments marqués par la pénurie. Les drapeaux étaient baissés. Les fenêtres arboraient des pancartes de protestation. Certains parlaient de révolution. D'autres mendiaient du pain. Hitler s'installa dans une pension bon marché, comme celle qu'il connaissait depuis avant la guerre. Il demanda une petite chambre, paya d'avance et s'y enferma. Les jours suivants, il ne sortit que pour se procurer de la nourriture ou des journaux. Il lisait chaque article lentement. Il ne parlait pas aux vendeurs,
Il ne participait pas aux discussions de rue. Il retourna à sa routine d'isolement, silence, notes, longues marches. Il ne contacte aucun de ses camarades du front. Il n'écrivait à personne. Les semaines passaient, et il ne montrait aucun signe de déménagement. Il ne cherchait ni travail ni aide. Il ne s'était pas inscrit comme ancien combattant. Il n'assistait pas aux réunions politiques ni aux manifestations. Il observait depuis le trottoir. Il prenait des notes. Il gardait les mêmes vêtements que pendant la guerre, avec son manteau effiloché et ses chaussures usées. Personne ne savait qui il était. Personne ne lui demandait rien. Après la guerre, Hitler retourna à Munich. Bien que de retour dans une grande ville, son mode de vie resta le même, discret, sans relation, sans attache visible. Il troqua ses dessins contre des notes et son manteau sale contre un uniforme froissé. Il marchait comme toujours, silencieux, attentif uniquement à ce qu'il voulait observer. Alors que de nombreux anciens soldats cherchaient à se réintégrer, il restait à l'écart. Il ne fréquentait pas les bars d'anciens combattants. Il ne participait pas aux réunions mondaines. Il n'écrivait pas de lettres de recommandation, ni ne demandait d'allocation. Il lisait attentivement les journaux, mais ne partageait ses opinions avec personne. Le pays était en faillite, la défaite avait entraîné le chômage, les grèves et une méfiance générale. Des files d'attente pour la nourriture, des discussions politiques et des affiches de propagande étaient visibles dans les rues. Certains parlaient de révolution, d'autres exigeaient que les traîtres soient punis. Hitler ne prenait pas parti en public. Il se contentait d'observer. Un jour, l'armée avait besoin de volontaires pour effectuer des missions de surveillance interne. Beaucoup refusèrent l'offre. Il postula. Il fut affecté à des tâches mineures au sein de son régiment. Il reprit l'uniforme, cette fois sans avoir à aller au front. Il passa des heures à la caserne, classant des documents, examinant des listes et rédigeant des rapports. L'atmosphère y était tendue. Certains soldats discutaient de politique, d'autres parlaient de syndicats, et quelques-uns soutenaient des groupes radicaux. Hitler écoutait tout, mais ne participait pas. Lorsque des groupes se formaient pour discuter de l'avenir du pays, il s'asseyait dans un coin et prenait des notes. Personne ne savait ce qu'il écrivait. Un officier supérieur, remarquant son attitude distante mais respectueuse, le nomma observateur aux réunions des groupes politiques de l'armée. Sa tâche consistait à consigner les propos des soldats, ceux qui étaient contre le gouvernement et les idées exprimées. Adolphe accepta. Dès qu'il reçut l'ordre, il commença à assister aux réunions. Lors de ces rassemblements, pour la première fois, il fut directement exposé à des discours politiques forts. Il entendit des critiques du traité de Versailles, des accusations contre les responsables de la défaite et des appels à restaurer la fierté nationale. Il prenait des notes en silence. Il n'intervenait pas, ne corrigeait pas et ne félicitait pas. Sa tâche consistait à écouter et à enregistrer. Ils y consacrèrent des semaines. Puis, un commandant lui demanda de partager ses impressions avec un petit groupe. C'était la première fois qu'on lui demandait de prendre la parole. Il monta au premier rang, se redressa et commença à parler en phrases courtes, fermes et structurées. Sa voix ne tremblait pas. Il ne lut pas ses notes. Il parle de discipline, du besoin d'unité et du danger des divisions internes. L'officier était satisfait. Cet événement marqua un tournant. Dès lors, il fut autorisé à assister à d'autres réunions, non plus comme auditeur, mais comme membre du groupe. Il continua à prendre des notes, mais posa occasionnellement des questions. Ses interventions étaient brèves mais directes. Il utilisait des exemples simples, parlait de son expérience du front et évitait de parler de lui. Dans les archives régimentaires, son nom figurait dans la section des informations internes. Il n'avait pas de grade particulier, mais son travail était apprécié pour sa précision. Il maintenait sa routine, caserne, lecture, petites promenades, repas frugaux. Personne ne le voyait rire. Personne ne savait s'il avait une famille. On ne le connaissait que pour sa ponctualité et son calme au travail. Ainsi prit fin son parcours militaire. Il n'était ni un héros de bataille, ni un chef de troupe. C'était un messager discret, blessé à 2 reprises, décoré sans cérémonie, puis affecté à des tâches internes par obéissance. Il n'exigeait jamais rien, il ne demandait jamais la reconnaissance, il ne se montrait pas non plus proche de qui que ce soit. Lorsque son travail d'observateur prit fin, l'armée était en plein démantèlement. Hitler quitta la caserne sans dire au revoir. Il errait sans but, sans domicile ni salaire. Mais pour la première fois, il savait parler en public.
non pas en tant que leader ou idéologue, mais en tant que quelqu'un qui avait appris à s'imposer silencieusement. Cette voix, née au milieu des rejets et des échecs, allait finalement emporter le monde entier. Ainsi, des années plus tard, il devint le dirigeant le plus sanglant du siècle.